En vous écoutant les uns et les autres, je me dis que ma thèse que j'ai terminée, que j'ai remise samedi à Jacques Frémaux, ben, il faudrait que j'en fasse d'autres. Et d'autant plus que je me sens impliqué dans chacun des sujets. Les communes mixtes, je suis né dans les communes mixtes. Mokrani, mon père était administrateur à Borj-Medjana, c'est-à-dire une commune créée pour justement donner satisfaction à Mokrani, qui ne supportait pas la commune mixte de Borj-Ridge, à 11 km. On a créé une commune mixte. Bon, je ne vais pas en reparler parce que tout ça, ce sont des sujets qui sont à la fois, pour moi, des sujets de mémoire et de ma mémoire, et qui méritent des mémoires à publier. Maintenant, c'est l'Algérie, la vie a tourné. Je me suis lancé, je vais vous expliquer pourquoi, dans cette thèse sur 1945, mais je dois vous dire tout de suite, et je l'ai expliqué à mon voisin, je ne partage pas, bien sûr, cette vue des événements de 1945 comme les Anglais. Pour moi, ce n'est pas du tout le même système, le même esprit que le problème de l'Empire britannique et de l'Empire français. Et en Algérie, on le sait, c'était l'Algérie. Moi, j'ose le dire, et j'écrirai, si j'ai le temps, quelque chose sur la colonisation et les bienfaits de la colonisation et sur l'Algérie française. Je sais que comment dirais-je, je provoquerai bien des remous. Mais maintenant, je voudrais passer à mon sujet. Vous avez raison de me... Mais c'est sétif que tout se joue. Hein. Et c'est même pas sétif. C'est là, justement, que précisément, la guerre de 54 n'a pas commencé à Sétif. C'est tout. Mais dans la commune mixte de Takitunt, qui est à 27 km au-dessus, entre Périgoville et Kerata. Kerata, c'est de là qu'est d'ailleurs issu un président qui est décédé, je crois, d'une fondation pour la mémoire de mai 45. Bon, j'ai retrouvé son nom dans les archives. Incidemment, je réserve ça à mon jury de thèse, car mon problème, ce que j'ai trouvé est véritablement enrichissant et me fait comprendre maintenant mai 45. Alors je vais vous dire une chose, c'est que je vais me référer à la parole d'un leader nationaliste pour commencer mon exposé, Messali Hadj, qui demandait au congrès du MTLD à Ornu en 1954 « Est-ce donc un crime d'étudier scientifiquement cette tragédie ?» Il avait raison, d'autant plus que, vous l'avez dit, il n'avait rien à voir avec mai 45, enfin les événements, les incidents. En 1984, un autre historien français de renom et dont j'ai eu la chance d'être l'élève à Sciences Po Alger, il débutait lui aussi. Moi, je n'étais qu'un étudiant peu soucieux d'histoire d'ailleurs, dont je fus alors son élève, mais il interrogeait en 2008, est-il possible, 39 ans après les événements de mai 45 en Algérie, d'aborder enfin sans passion, avec le regard froid de l'histoire scientifique, les questions suivantes. Comment expliquer, comment juger ce qu'il est convenu d'appeler en Algérie le génocide colonialiste de mai 45 et en France les troubles du Nord constantinois. Alors c'est donc dans cet esprit que je me suis placé, avec le regard froid de l'histoire scientifique, sans passion bien sûr, que j'essaye de lever le voile. Et je dois dire que je suis content d'avoir mis un dernier mot à ma thèse, parce que ce que vous avez dit l'un et l'autre me demanderait de rajouter des chapitres pour les expliquer, pour expliquer le point. Mais vous ne m'avez pas fait changer d'opinion. Bien sûr, je serais tenté de vous développer ma thèse ce soir, mais il faudrait que jusqu'à demain matin, il y a 600 pages. Je réserve à mon jury
qui est Jacques Frémaux, Guy Pervilliers, Maurice Weiss et peut-être Jean-Charles Geoffrey. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce drame inexpliqué, ce n'est pas tant de le relater, de dire ce qui s'est passé, tout le monde le sait, on l'a écrit ici ou là, il y a des rapports qui ont été faits, c'est de comprendre, et c'est là au cœur de ce problème, pourquoi il y a eu un problème à propos de mai 45 sétif, je dis. Mais alors, cette thèse va permettre de résoudre, à mon avis, compte tenu des recherches que j'ai faites. J'ai passé aller 3 ou 4 fois à Aix, j'ai mon seau de papier, mais j'ai surtout gardé le souvenir les archives des administrateurs tués le 8 mai, de mon père qui lui a succédé le 8 mai, et moi aussi, mes souvenirs, puisque je suis arrivé dans les bagages de mon père en août 1945 à Périgoville, chef-lieu de commune mixte de Takitoun. J'avais 15 ans, mais je dois dire que ces 15 ans-là, j'étais peut-être insouciant, peut-être. Je suis ensuite allé au collège de Sétif, où il y avait, paraît-il, une cellule nationaliste, mais je ne m'en suis pas aperçu à ce moment-là. Mais je dois dire que j'ai le sentiment que j'entends encore les gens, les témoins des événements de mai 45 à Périgoville. Je les entends, j'entends leur voix, je la vois apeurée, mais aussi dans des deux communautés. Alors j'ai la chance d'appartenir aux deux communautés par mon père. Je crois qu'il était envoyé justement en mai 45 pour apaiser l'esprit des populations des deux côtés. Il l'a fait avec un préfet qui s'appelait Petitbon, qui a été commissaire à la jeunesse à Alger par la suite. Je dois dire que ça, c'est ma mémoire. Mais je suis sans passion. Et je suis sans passion parce que le temps a passé, et puis parce qu'on ne comprend les choses que sans passion, si on veut être vrai. Alors, le travail d'historien, c'est justement cela, c'est d'être scientifique et de rester scientifique. L'histoire, c'est une science, et c'est pour ça que on a intitulé mon approche, pour pouvoir vous en parler, sinon il aurait fallu que je soutienne ma thèse avant, mais ça n'était pas possible. Les fausses pistes, les fausses orientations, les preuves incontestables, il faut arriver à sortir ce qui est à retenir. Bien, j'ai eu du mal, mais je crois que ma thèse, actuellement, est fondée sur des archives incontestables, sur des propos vérifiés, j'ai beaucoup appris avec Roger Vétillard aussi, parce qu'il a une connaissance de ce qui s'est passé. Cette connaissance, il la tient parce qu'il était sétifien, et parce que moi aussi, je suis un sétifien qui s'ignore, peut-être. Je ne vais pas aller souvent en sétif, sinon en classe de 3e, je crois, non, 4e en 1946. Et je dois dire que mon grand-père vivait également à Sétif, et mon grand-père a été poursuivi le 8 mai à la sortie de l'église, parce que c'est une famille, il faut le dire, qui n'était pas musulmane. Mais mon grand-père, Roger Vétillard le sait, il a vu mon grand-père sortir de l'église avec son burnous. Et c'était ça, comment dirais-je, les catholiques indigènes, si je puis dire. Mais mon père avait aussi fait d'autres choses. Alors, ce travail d'historien, je voudrais le mener pour la bonne raison que je veux comprendre, non pas relater, mais je veux comprendre. Et ces archives qui sont à Aix, elles sont nombreuses. Heureusement qu'il faut féliciter les conservateurs d'Aix, en Provence en particulier. C'est là que j'avais fait la connaissance de M. Brochier. Mais par la suite,
J'ai eu l'occasion d'aller travailler plusieurs fois avec M. Gombert, et grâce à moi, je crois, on a éprouvé le besoin de mettre en ordre les archives de la commune mixte de Takitunt, qui étaient entassées sans classement. Mais il y a aussi autre chose que je suis allé faire. Je suis allé passer 3 jours au Blanc. Je dois dire qu'aller au Blanc, c'était peut-être même pas le poste de sous-préfet que je souhaitais, parce que c'était quand même une sous-préfecture, pour moi, que je ne connaissais même pas. Et je vais vite, mais... Est-ce que vous pourriez peut-être regarder les éléments fondamentaux de... Non, je vais aller vite. Je vais aller vite. Je sais. Ce qu'il y a, c'est que il faut que je l'explique. Alors, bon, je suis allé au Blanc. Le Blanc, c'est le dossier de la justice militaire. Alors, j'ai le droit de vous parler des jugements, mais je n'ai pas le droit de dire tous les éléments qui sont contenus dans les dossiers judiciaires. Mais le temps passe, et de plus en plus, on va pouvoir en parler. Et ma thèse sera sans aucun doute une source supplémentaire. Alors, je voudrais vous dire ce que je crois essentiel que j'ai retenu. Je ne vous dirai pas ce que je dirai ce que j'ai écrit dans ma thèse, tout. Je ne citerai pas les noms. Mais j'ai fait une enquête à la fois générale sur l'Algérie du moment et naturellement une enquête locale sur Périgoville, la commune mixte de Takitunt, où j'ai vécu en 1946 et où, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on se souvenait de ces événements avec effroi. Alors, pour les éléments les plus marquants dans ma thèse, c'est que je rattache non pas le mouvement populaire que n'a pas été mai 45, mais simplement que je rattache au moment. Or, au mois d'avril 45 et jusqu'au mois de juin 45, il y a un élément spécial, c'était la signature, la réunion à San Francisco de la conférence des Nations Unies qui, naturellement, reprenait la charte de 41 et la déclaration des Nations Unies du 1er janvier 42, le droit des peuples, qui fixait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors les gouvernements français, dans cette affaire, ne pouvaient manquer de penser que la France était fragilisée à cet égard, tout comme l'Angleterre, mais comment pour eux abandonner une politique qui était tout à fait différente de la politique anglaise, la politique d'assimilation, cette politique qui était jamais écrite mais qui était pratiquée, assimiler et venir petit à petit au régime, on l'a dit au point de vue communal, mais venir faire de l'Algérie un territoire français. Je ne dis ça comme je crois l'avoir perçu et comme l'assimilation étant, à mon avis, bien sûr avec le facteur démographique, étant certainement en cause de ce côté-là. Alors, la remise en cause, pourtant, du statut des départements français d'Algérie aurait dû rassurer les Français, mais par contre, je crois que certains dans la gouvernance Châtaigneau, qui était issu de la SFIO, qui avait d'ailleurs connu des événements au Levant, ne pensait peut-être pas la même chose. Et qui ne pensait pas la même chose aussi? Un certain journaliste engagé, Charles-André Julien, issu de la SFIO, qui avait été plus en avant au départ, et qui, je dois le dire, était chargé, je crois que je l'ai ici, chargé en 1936, par le leader du Front populaire, c'était Léon Blum, de créer le Haut Comité méditerranéen afin de proposer des solutions aux problèmes de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc,
Alors engagé, il avait vu tout ce que l'internationalisme du moment pouvait lui faire voir. Il publiera pendant la guerre d'Algérie, d'ailleurs, des ouvrages, des articles en faveur de l'indépendance, mais c'est lui qui, en 1945, conseillait Châtaigneau. On voyait bien que la conférence de San Francisco est le phare et le point vers lequel converge l'attention et la foi des nationalistes et aussi de la gouvernance française. Alors que va-t-il en résulter? Je dois dire que je suis partagé de tout vous dire ou de ne rien vous dire, ou de dire un petit peu pour que vous ne soyez pas venus pour rien. Je vous renverrai ma thèse si je la soutiens, je vous inviterai s'il le faut. Mais je crois qu'une chose en tout cas, qu'il faut rester sur le plan général. San Francisco, et puis il faut quand même se dire qu'une constatation s'impose. Le 8 mai 1945, le 9 mai. Peut-on imaginer à ce moment-là, et rappelez-vous ce qui vous a été dit, que l'autorité militaire connaissait d'avance, ou dès le 8 et le 9 10 mai, la nature et l'ampleur des troubles? Sûrement pas. Il pouvait même y avoir l'Afrique du Nord et tout entière était en cause, avec des événements. On pouvait craindre de Tunis à Casablanca ou au Rabat à Tunis que l'Afrique du Nord s'embrase. C'était normal, on était en guerre, et en plus de ça, les effectifs restés en Algérie, il n'y avait pratiquement plus rien. Toute l'armée française équipée par les Américains était quelque part à se battre en Allemagne. Les tirailleurs de Sétif étaient partis à Tunis, je ne sais pas où ils étaient le 7 mai, mais ils étaient en cours de retour. Mais enfin, disons qu'en Algérie, il n'y avait personne. Et comment les autorités militaires de l'époque n'auraient pas perçu ce danger qu'il y avait de voir toute l'Afrique du Nord filer, et c'est ainsi qu'elle a été obligée de réagir en défense. Défense est une stratégie, de déployer une stratégie de guerre et non pas une stratégie de police en mai 1945. Elle constituait, d'ailleurs pour elle, c'était un devoir incontournable. On n'aurait pas pensé qu'il n'y pense pas. Le général de Gaulle, de son côté, a toujours cru, alors même après, jusqu'en 1959, quand il écrivait ses mémoires, il a cru que c'était une affaire internationale. Et que le général de Gaulle a toujours cru à une agression extérieure en lien avec l'affaire de Syrie. Je crois que le même jour survenaient des événements. Il y voyait des agissements britanniques, ça c'est sûr, liés aux incidents du Levant. Son télégramme, alors le 10 mai, qu'il envoie, j'avais fait un exposé là-dessus, dans le télégramme du 10 mai, dit « Veuillez affirmer publiquement la volonté de la France victorieuse de ne laisser porter aucune atteinte à la souveraineté française sur l'Algérie. » Et dans ses mémoires, c'est simplement un commencement d'insurrection survenue dans le Constantinois et synchronisé avec les émeutes syriennes du mois de mai, a été étouffé par le gouverneur général Châtaigneau. C'est les deux lignes qui sont consacrées à mai 1945. Mais de son côté, le préfet de Constantine, Lestrade Carbonel, un ancien administrateur de communes mixtes, une famille d'administrateurs d'ailleurs, voyait la présence française en cause, déjà. Et l'intégrité du département menacée. Il écrivait le 13 juin, alerté par des rapports pessimistes. À diverses reprises, il demandait le renforcement des troupes de sécurité et télégraphié en avril 1945 au gouverneur général. La pérennité de la France en Algérie était en péril et dans l'attente des événements. Alors ça c'est vrai, je confirme, l'attente des événements, et le mot attente des événements veut dire qu'on s'attendait à quelque chose. Quelques garnisons renforcées,
Les troubles étant insuffisants, nous avons dû nous contenter de surveiller l'ensemble du département. C'est dire qu'on craignait le pire pour l'unité du territoire. Mais ce que je dois vous dire, évoquant quand même ma thèse, qu'on craignait le pire, c'était une sécession des Babors. Si je peux avoir l'autre, le schéma, voilà. Ce qui est en marron constitue la petite Kabylie, différente d'ailleurs, et elle a toujours été considérée par les uns et par les autres d'ailleurs, différente des grands Kabyles. Mais de Bougie, d'Idjéli à Sétif, c'est un triangle qui représente la petite Kabylie et qui est formé de Kabyles, avec même, je dois le préciser, des descendants de ces hordes gauloises qui ont accompagné les légions romaines pour s'installer à Lambèse. Donc il y a l'origine gauloise est à retenir, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'était Germaine Tillon qui le disait. Bon, alors ce que je voudrais montrer simplement, je crois que vous pouvez le voir sans que je me retourne, c'est que les Babors, les Bibans et les Mahadides, c'est quelque chose de montagneux, un relief, qui fait, comment dirais-je, qui fait une unité. Et on peut dire qu'avec un territoire partant en sécession, c'est ce que pouvait craindre le 8 mai 1945 l'armée, les généraux, Duval ou Henri Martin. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Henri Martin avant son décès. Et je dois dire qu'on craignait une sécession parce qu'on pouvait très bien voir les petites Kabylies ravitaillées par les ports de Bougie, de Mansouria, qui est au milieu, et du Djidjali, et par ailleurs, par le Sahara, par le Hodna, la communication était facile. Donc on pouvait isoler. Et ça, j'ai retenu dans ma thèse cette idée de sécession crainte par des militaires peu au courant de ce qui pouvait se passer. Et je crois que c'est ce fait-là, avec naturellement la suite, qui fait dire qu'on est passé à deux doigts d'une sécession, parce que c'est en plus de ça le fief de Ferhat Abbas. Vous avez en haut, je crois, sur la droite, après des Djidjali, Taher. C'est l'endroit où j'ai une photo sur mon site internet où il y a mon père, le père de Ferhat Abbas et Abbas. Je l'ai gardé très longtemps avant de m'apercevoir que c'était Ferhat Abbas, jeune étudiant en pharmacie en 1927. Bon, ceci étant, c'est pas le sujet encore et je vais me faire presser par le président. Mais malgré tout, ce fief de Abbas, c'était là où en avril 1945, il avait développé quelque chose une campagne d'agitation très, très virulente contre la France. Il cherchait, il provoquait même. Et même ces réunions étaient très provocatrices. Par contre, l'administration française de Châtaigneau ne bougeait pas. Il y a eu sans aucun doute, dans ce domaine-là, je l'explique ici, bon, je vais passer, parce que une collusion entre Ferhat Abbas, un ancien des accords Blum-Violette de 1936, de la CFIO. Beaucoup de ses amis étaient à la CFIO, et je dois dire qu'en 1945, la gouvernance de Châtaigneau avait le désir de reprendre le fil des accords Blum-Violette qui avaient été interrompus en 1936. Et ça, c'était Charles-André Julien qui conseillait Châtaigneau, qui avait sans aucun doute le désir de reprendre avec Abbas le cours. Et je crois même, si vous voulez, c'est l'exposé, j'ai les preuves pour le dire, on voulait simplement... Augustin Berck n'était peut-être pas l'initiateur, mais il était quand même le meneur de jeu.
Gutenberg était le directeur des affaires musulmanes de 1940 à 1946. C'est le père de Jacques Berck et le grand-père d'Augustin Berck, un des gens très, très réputés. Mais je dois dire que en 1945, la rivalité entre de Ferhat Abbas, qu'on aurait bien voulu remettre en selle pour le présenter comme tel à la conférence de San Francisco. La France devait participer à la conférence de San Francisco. Elle était parmi les nations dites victorieuses, mais enfin bon, ce n'est pas le sujet. Mais elle ne pouvait peut-être pas le faire si facilement sans veiller à présenter quelque chose pour l'Algérie. Je ne dis pas que toute la classe politique française, ou en tout cas sûrement pas la classe politique algérienne, de Français d'Algérie, qui le cautionnait, mais Charles-André Julien avait sans aucun doute l'intention de montrer aux Nations Unies qu'elle était une nation qui promouvait les populations qu'elle avait en charge. Et je crois que ça, c'est important, puisque sinon, comment la France aurait-elle pu signer les accords la charte de San Francisco, la charte des Nations Unies. Mais par contre, le problème était entre Abbas et Messali. C'est entre Messali, qui était emprisonné, qu'on a libéré en 1943 pour le renvoyer en résidence surveillée, résidence forcée, pas surveillée, parce qu'il n'avait pas de moyens de surveillance, une résidence forcée à Chelala Rebel, Chelala Bogari d'abord, et ensuite à Chelala Rebel. Je dois dire que l'administrateur qui l'accompagnait était comment il s'appelle, son nom m'échappe, il a écrit un livre d'ailleurs. Mais disons que le régime était très inégal de la France vis-à-vis d'Abbas et vis-à-vis de Messali. De Messali, c'était le prolétaire issu de classe prolétaire, c'était l'indépendantiste dur, elle le combattait, elle le mettait en prison, et le 18 avril, elle arrivera à l'envoyer à Brazzaville, à El Golea, Brazzaville. Tandis qu'elle laissait dans le département de Constantine, Ferhat Abbas continuait à se déverser. On a constitué, et ça c'est ce que j'ai retenu dans ma thèse, la France a voulu faire émerger une personnalité issue de la bourgeoisie algérienne, Abbas, Ferhat Abbas, puisqu'il était bien dans la ligne, pour le présenter, peut-être pour en faire l'interlocuteur à la place de l'interlocuteur de la France. Tout le monde ne le pensait pas, mais n'empêche que c'était le souci. Et les choses se sont... La rivalité entre les leaders, ou entre les clans, plutôt, était naturellement très vive, mais avec d'une façade d'entente. Alors, Messali était passé à Sétif, rencontrer Abbas à sa sortie de prison. Le chir des ulémas, Brahimi Bachir, était de la partie. Et disons qu'on voulait donner cette idée que le mouvement créé par Abbas, à la suite de son manifeste, avec les amis du manifeste, aussi une organisation qui est proliférée par des sections locales très fortes. En fait, les anciens du PPA étaient rentrés dans du PPA, c'est le Parti populaire interdit de Messali, étaient rentrés, ils avaient noyauté les hommes d'Abbas. Mais le fait, la rivalité a éclaté, clairement, au congrès d'avril 1945, à Alger, des amis du manifeste, puisque à ce moment-là,
train de... Oui, le Congrès n'était pas présidé par Abbas qui était malade, et c'est un ami, le secrétaire de Messali qui était dans les couloirs et qui a fait adopter une motion qui le Congrès a proclamé Messali chef incontesté du peuple algérien. C'était un échec pour Abbas et c'était un échec aussi pour la gouvernance française qui devait abandonner disons, qui devait, avec Abbas, neutraliser Messali. Alors, c'est pour ça que la neutralisation de Messali et l'envoi à Brazzaville a eu lieu le 18 avril. On verra un secrétaire général de préfecture, ce qui est quand même pas n'importe qui, se rendre lui-même, accompagnant son préfet qui allait à Chelala Rebel. Il a accompagné son préfet, il a procédé à l'arrestation, voulu procéder à l'arrestation du secrétaire de Messali, celui qui avait fait voter la motion, mais il se trouve que je ne sais pas prévenu par qui ou par comment, et oui, je suis navré, ces hommes se sont échappés, et ça a été... Le gouvernement a perdu la face et bien sûr le 21 avril, Messali était placé dans un avion à destination d'Algolea puis de Brazzaville. Neutralisé, il avait pourtant, c'est son nom qu'on criait dans les rues de Sétif, pas celui d'Abbas, et on demandait sa libération et pas celle d'Abbas, puisqu'il n'était pas, en contraire, il était très libre. Donc, nous arrivons à ce 8 mai 1945, à Sétif. Je dois dire que l'étude scientifique me fait constater une chose. L'arrestation de Ferhat Abbas le 8 mai à 10h30 dans le salon d'attente du cabinet du gouverneur général à Alger. Il venait au nom, c'est lui qui l'a écrit, au nom des, et il a précisé l'heure, 10h30, au nom des AML, féliciter le représentant de la France de la violence de la victoire des Alliés. L'heure est précisée. Et l'horaire est insolite, car à supposer que le motif de la visite soit vraisemblable, que le gouverneur soit prêt à le recevoir ce 8 mai à 7 heures matinale, comment procéder à une arrestation, même si c'est en haut lieu, à ce lieu-là, sans l'intervention d'un officier de police judiciaire, sans avoir un minimum préparé l'arrestation, sans avoir concerté au sein du cabinet, et alors que les incidents de Sétif étaient à peine connus. Les premiers télégrammes ne venaient que d'arriver. Et ce n'est pas le nom d'Abbas qui était scandé. Mais alors les télégrammes, les victimes, on ne les connaissait pas. On ne pouvait pas savoir que hors de Sétif, il y allait avoir, dans la commune mixte de Takitoun, il y allait avoir des troubles. Bon, pourquoi arrêter Abbas, sinon pour justifier qu'Abbas deviendrait l'interlocuteur. De Châtaigneau, on retrouve ceci. L'ordre, alors que la gravité et la signification des événements n'étaient pas encore connus, a dû être complété pour provocation à attroupement. Mais au préfet de Constantine, quelques mois après sa libération, Abbas disait, souriant d'ailleurs, que quelques mois de prison n'avaient jamais fait nuit à la carrière d'un homme politique. Alors, comment ne pas rappeler là la complaisance de l'administration pour Abbas? Comment ne pas faire le lien que j'ai fait? On voulait que Abbas soit l'interlocuteur de la France et sans plus. Voilà, cette arrestation était prévue. Je crois, si vous me permettez, que nous sommes arrivés. Voilà, et bien je terminerai. Concluez, s'il vous plaît. Je conclurai parce que tout là, de suite, il faut que nous ayons... car je pense que le message du Congrès AML était à destination
de San Francisco. Je dois dire que l'arrestation était prévue. Un certain docteur Lamine de Maguin avait imaginé qu'on pouvait installer un gouvernement algérien dans les Bas-Bords, et ça, ce projet est un véritable projet, puisque Lamine de Maguin était allé visiter la ferme Maïsa, qui était à 6 km de Pérégoville. C'est donc vous dire que tout ça, ça n'a rien à voir avec les troubles de Sétif, mais qu'il y a une manipulation pour faire de la commune mixte de Takitoun le point de départ d'un État algérien reconnu par les Nations Unies. Voilà le projet. Je crois que j'ai tout dit. En mettant bien en cause, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps pour faire la thèse, et qu'en réalité, c'est à la fois la gouvernance française qui a fait une fausse manœuvre, et que même Lamine de Maguin a fait une fausse manœuvre parce qu'ils étaient desservis par les exécutants. Et s'il y a eu des meurtres, parce que le consensus des Nations Unies ne serait venu qu'avec, en l'absence de troubles sanglants. Or, il y a eu des troubles sanglants, et c'est ces troubles sanglants qui sont causés par une bande. La PJ disait une bande clandestine, une bande armée, qui a voulu compliquer sans doute la situation, mais c'est en tout cas 45 est né dans la rivalité de deux leaders et naturellement... Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup.